Le garde rouge, surgi d'une encoignure, avait encadré Brian et l'avait empoigné sous les aisselles en nervis accoutumés à ce geste. Le porte-flambeau avait tiré une lourde grille et Brian, projeté avec force, s'était agenouillé au centre d'une arène circulaire. Il distinguait mal, surmontant le vacillement des flammes, quelques spectateurs qu'éloignait un muret garni de pics à son sommet, trop haut pour qu'un homme y pût accéder. La grille s'ouvrit, manœuvrée par une chaîne invisible. La redoutable symétrie des yeux jaunes ponctua la nuit et Brian se réjouit que ce fût bien un tigre qu'on lui opposa. Le tigre, un beau spécimen de grande taille, s'étira et entreprit de se déplacer paresseusement, sans prêter attention à l'homme assis. Une ombre se leva et se déplaça hâtivement. Le tigre tendit le cou vers la silhouette en mouvement et il gronda. Le tigre, exaspéré par sa blessure et le bruit qu'il avait provoqué, sauta de nouveau, et une nouvelle fois. À chaque tentative, il sautait plus haut. Retombait. Une détonation éclata qui emplit le caveau. Le tigre chancela, mais rattrapant aussitôt son point d'appui, jaillit dans la direction du tohu-bohu. Au moment précis où éclatait une deuxième détonation. La grille s'ouvrit. Les deux gardes rouges coururent sur le sable. Sans prêter attention à Brian. Il se releva. Et remonta le souterrain en pente. Il retrouva sans peine la poterne qui n'était pas cadenassée. Les sentinelles lui présentèrent les armes. Et il repartit par les rues éclairées de lune. Une grande abondance de fourmis noires s'avançait en colonne jusqu'au cadavre d'un poisson mort, probablement comprimé par l'explosion sous-marine des obus. La voix du Fidjien trébuchait quand il souffla « Nous avons débarqué dans l'île des fourmis ». La marée montante leur permit de creuser dans le sable un canal de dérivation, fossé protecteur capable de retenir l'eau et de les isoler ainsi dans un réduit artificiel. En dépit de l'habileté du Fidjien, il fut difficile de fabriquer une pirogue. L'écrasement s'étant révélé inefficace contre les insectes qui échappaient par enfoncement et grouillaient bientôt sur la botte ou la branche qui les voulait arrêter, ils usaient du feu, enflammant une torche et projetant les tisons, au risque d'embraser les branchages secs des taillis. Par malheur, sous l'effet conjugué des piqûres et de l'eau malsaine, leur énergie décroissait rapidement. Les fourmis attaquèrent au soir, à marée descendante. Elles se mirent en marche, houle puissante que lustrait la lune, par vagues d'assaut continu. Le Fidjien s'efforçait de nouer les lianes autour des traverses qui joignaient le balancier à la pirogue. Mais ses gestes étaient si hésitants que les bouts des filins échappaient sans cesse à ses doigts et qu'il devait s'y prendre à plusieurs reprises pour élaborer des nœuds simples qu'il avait naguère coutume de serrer sans y prêter d'attention. Fasciné, le crâne vide, Brian contemplait à genoux l'écroulement régulier du système de défense et le comblement du canal. Sur les allées de sable blanc s'avançaient en colonne des fourmis monstrueuses dont la taille approchait celle d'un gros scarabée. À travers le brouillard qui les faisait danser, Brian les voyait surgir de la jungle. Mandibules craquant au-dessus des pattes cuirassées. Elles avançaient en rang serré. Et les colonnes débouchaient des fourrés. Intarissables. Elles avançaient rapidement. Et s'apprêtaient à traverser le lit comblé du canal.
Brian sursauta quand la main du Fidjien toucha son épaule. L'eau battait l'extrémité de la pirogue, enfin terminée. Brian reprenait son équilibre Il donna un coup de pagaie à tribord pour s'éloigner de la berge. et vit le balancier, Il était entièrement recouvert des énormes fourmis dont les carapaces chatoyaient de reflets bleutés. dans le jour qui s'ouvrait très vite. Il ne restait plus une seule fourmi. Il fallait un guide maintenant que l'on quittait les collines pour s'enfoncer dans cette contrée de marécages aux lianes velues où les traces s'imprimaient dans un sol amphibie, œdémateux, chair boursouflée qui avait perdu son élasticité. Les sentiers se dissolvaient sur les culs-de-sac de marigots imprécis qu'ils devaient franchir en soulevant des brumes de moustiques venimeux. Le Dayak, pieds nus, avançait silencieusement courbé sous les branches molles, apparemment insoucieux des araignées. Les deux détonations, assourdies par la touffeur végétale, éclatèrent presque simultanément. Brian, à pas lents, suivi du Fidjien, se dirigea vers elle. Deux formes étaient étendues dans une clairière, proche d'une berge en surplomb, au-dessus d'une rivière immobile, entre deux traînées de vases grisâtres. Yaroslav se tenait debout, son ceinturon avec le revolver étalé à quelques pas, détaché et jeté probablement sur l'ordre du Malais. Et Yaroslav rejeta les épaules en un mouvement de surprise, et aussitôt les coins de sa bouche s'abaissèrent dans ce sourire amer, lèvres sarcastiquement closes, que Brian connaissait bien. La voix volontairement décolorée était cinglante. Ainsi, Brian s'est converti en assassin par goût de l'or. Je me moque de ton or. Tu peux garder tout ce qui n'est pas dû au Dayak. Et c'est pour me dire cela que tu as fait descendre mes deux hommes, ironisa Yaroslav.